Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui une personnalité du microcosme politique béninois. Une personnalité bien connue, puisqu'il s'agit d'un élu de la nation, député à l'Assemblée nationale. Monsieur Éric Ondeté, bonjour. Bonjour, bonjour Georges. Alors Bonjour avec Fortune. Fortune Ondeja, nous vous recevons aujourd'hui pour poser au nom des Béninois quelques-unes des questions qu'ils aimeraient bien vous poser. Il faut dire que vous défrayez la chronique. Vos choix ces derniers temps ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et on vous a attribué bon nombre de noms d'oiseaux. Par exemple, par rapport à votre candidature, on a pu parler de dissidence ou de rébellion. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous dire exactement ce qui vous meut, ce qui vous motive, ce qui vous a amené à faire ces choix. Et avant que d'aller à ces questions essentielles, à ces questions qui fâchent, il serait heureux quand même que les Béninois découvrent au-delà de l'homme public le militant que vous avez été parce que vous avez un parcours. Alors dites-nous, qui est Éric Ondeté, le militant? Bien, je suis Éric Ondeté, comme vous dites. Je me plais à dire que je suis né d'une famille modeste, d'un père et d'une mère, tous des enseignants, mais à ce titre, je suis un privilégié. Et je pense être très sensible aux souffrances les plus faibles. C'est le fondement de mon action politique. Et donc, ça fait environ 35 ans aujourd'hui qu'avec un certain nombre de camarades, nous avons engagé le combat pour l'émancipation de notre peuple. Nous avons engagé le combat pour que justice soit rendue aux citoyens et que les Béninois vivent mieux. Alors, votre engagement politique, manifestement, n'est pas le fait du hasard, puisque vous nous parlez là de convictions réelles. Non, ça, c'est pas le fait du hasard. Je pense qu'avec un certain nombre de camarades, nous avons regardé notre pays. Ça a commencé, c'est un exercice qui a commencé en 1981. Et nous étions encore au collège. Et donc, nous avons regardé la façon dont notre école était gérée. Nous avons regardé la façon dont nos compatriotes vivaient. Et c'est de là qu'est partie notre aventure. Et je pense que c'est une aventure qui nous passionne et qui appelle de notre part des engagements et de la responsabilité. Fortune Ondefa. Georges Ablon, merci beaucoup. Monsieur Éric Ondeté, une fois encore, bonjour. Bonjour, Je me permets de vous saluer Merci. plus correctement. C'était aller sur des châteaux de roue tout à l'heure. Vous avez dit que vous avez été militant. C'est connu de tous. Aujourd'hui, vous êtes le premier vice-président à l'Assemblée nationale. Vous avez à un moment donné décidé de vous lancer dans la course à l'élection présidentielle. Votre parcours vous semble-t-il déjà complet pour assumer cette fonction présidentielle? Vous savez, il y a un adage de chez nous qui dit que on ne cesse jamais d'apprendre. On cesse de grandir, mais on ne cesse jamais d'apprendre. Mais je considère que au moment où je faisais l'option de m'offrir pour servir mon pays, de m'offrir pour servir mes concitoyens, et je considérais que par rapport à un certain nombre de gens, par rapport à la plupart des gens qui pouvaient prétendre à cette fonction, je considérais que j'étais l'un des plus aptes, l'un des mieux préparés et qui avait besoin davantage de préparation pour être à la hauteur de la mission à laquelle j'aspirais. Mais en plus, c'est que je considérais que je devrais répondre à un appel à la fois des Béninois et de l'organisation politique à laquelle j'appartiens, qui est l'Union fait la nation. En 2012, vous vous en souvenez, nous avons fait des assises. Et ces assises ont consacré le fait que les dérives du pouvoir à ce moment-là, les faiblesses que nous notions dans la gouvernance du pays, que ces faiblesses étaient essentiellement causées par le fait que les hommes qui nous dirigent n'avaient pas la préparation politique militante suffisante, n'avaient pas la préparation à la connaissance du pays, aux enjeux du pays, aux besoins des compatriotes qu'ils gouvernaient. Et donc ça les amenait à faire des options qui étaient des options antidémocratiques, anti-économiques, antisociales. Par conséquent, la résolution de l'Union fait la nation à ce moment-là et de d'un ensemble de forces politiques, c'est qu'à partir de ce moment,
il faut préparer les hommes à la gestion du pays. Il faut préparer les hommes à assumer la responsabilité. Je me suis donc dit, à ce moment-là, qu'il était de mon devoir de m'engager dans cette préparation, à partir de 2012, pour être l'un des instruments, l'un des outils que mon organisation pouvait utiliser. Mon parcours militant, enfin mon petit passé militant, mes fonctions, d'abord en tant que conseiller technique du ministre du Plan, qui a bien voulu, le président Amoussou, qui a bien voulu me nommer en 2002, mais surtout ma très riche expérience au Parlement me prédestine à affiner ma préparation pour servir ce pays. Vous savez, au Parlement, je me suis donné pour mission d'apprendre à connaître le pays, d'apprendre à connaître l'État. Et je crois que le gouvernement du président Boni Yahi, avec ses frasques, avec ses incohérences, ce gouvernement m'a donné, disons, la chance de beaucoup m'appliquer, de beaucoup travailler. J'étais, comme on pouvait le dire, omniprésent, présent sur tous les fronts, dans toutes les commissions, pour apprendre à connaître ce qui se passait dans chaque département, dans chacun des compartiments du pays. Vous savez, le député, il est un multiministre, parce que le Parlement vous donne l'occasion de regarder les dossiers de tous les ministères et donc d'y comprendre ce qui se passe, les options qui sont prises, les faiblesses qui sont là, les avancées qu'il y a. Donc je me suis donné cette tâche parce que je considérais que servir le pays, c'est d'abord connaître le pays, c'est connaître ses hommes, c'est connaître les politiques qui s'y appliquent avant de pouvoir, disons, envisager des ajustements ou des réorientations de ces politiques-là. Mais en plus, c'est que je considérais que ma candidature répondait à un appel. L'Union fait la nation a bien fait de demander à ceux qui aspirent à servir le pays sous son drapeau, sous le drapeau de l'Union, d'aller sur le terrain, d'aller écouter les compatriotes, d'aller proposer ce qu'ils pensent. Bon, il y avait la faiblesse que l'Union n'a pas accompagné ces hommes, mais ce n'est pas bien grave. Mais cette tournée ou ce tour du pays que j'ai eu à faire m'a permis d'abord de connaître davantage les problèmes qui étaient ceux des Béninois, leurs préoccupations, leurs aspirations, mais aussi et surtout de recueillir leur forte attente à voir un homme et une organisation comme la mienne à voir cet homme-là servir. Parce qu'ils ont vu à travers cet homme quelqu'un qui sait les défendre, quelqu'un qui sait être sensible à leurs préoccupations. Évidemment, je vous ai dit, il est difficile de parler de soi-même. Mais cet appel, je l'ai entendu. J'ai donc été convaincu davantage qu'il faut renforcer mes capacités propres, qu'il faut renforcer l'organisation à laquelle j'appartiens pour que nous puissions opérer la transformation nécessaire qui permette aux Béninois de vivre mieux. Car en définitive, la finalité, c'est comment faire pour que les Béninois vivent mieux. C'est le sens de la politique. Il n'y a pas autre chose. Alors, si on vous écoute bien, vous étiez en quelque sorte en route, en train d'affiner votre parcours, en train d'arriver à maturité. Alors, qu'est-ce qui justifie que, n'ayant pas terminé ce parcours, en tout cas si je vous écoute entre les lignes, vous ayez décidé quand même d'aller au combat? D'abord, je dois dire que je suis, comme je le disais, un homme de mission et non de démission. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que ce que j'ai reçu sur le terrain ne m'autorise pas à me comporter comme un insensible. Ensuite, nous sommes arrivés à un carrefour. Nous avons fait des expériences. Nous avons critiqué ce qui s'est passé. Avons-nous le droit de laisser les choses se faire comme avant? Je pense que la question de la candidature au niveau de l'Union fait la nation, ça a été un processus. Le processus a consisté d'abord, dès 2011, à dire, désormais, nous ne choisirons plus notre candidat sans faire des élections primaires. C'est la première option qui a été faite. Ensuite, il a été confirmé qu'à partir de 2012, qu'il faut faire le choix du candidat à l'interne de l'Union fait la nation. Et puis,
la situation a évolué. À partir de 2014, nous avons senti le besoin de mettre en place un processus, de lancer le processus par lequel on va sélectionner le candidat. Parce qu'un candidat, ça se prépare, ça se forge, ça se construit. Le candidat à une élection présidentielle ne se lève pas du jour au lendemain pour dire, bon, j'ai 2 cantines d'argent, donc je peux régenter tout le système politique, je peux régenter tout le pays, que tout le monde s'aligne derrière moi. Non, ce n'est pas ça. Et donc, nous avons mis en place un processus pour faire la sélection. De tergiversation en tergiversation, nous nous sommes retrouvés 1 an plus tard à n'avoir pas fini d'examiner et adopter les documents qui organisent l'élection. Nous sommes retrouvés fatalement en mai 2015, pardon. Mai 2015, on a relancé un comité avec le ministre Aoyo, un certain nombre de choses. On a fini par valider en juillet 2015 que le choix, parce qu'à partir de juillet 2015, nous avions déjà les bruits de bottes ou les bruits des billets de banque et des pièces de monnaie qui sifflaient de part et d'autre. Et par conséquent, nous avons dit au niveau du bureau politique de l'Union fait la Nation, nous avons validé de façon formelle que le choix du candidat doit se faire à l'interne. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez qu'un certain nombre de gens qui avaient pour ambition de happer l'Union fait la Nation, de faire de l'Union fait la Nation leur instrument pour assouvir leur volonté de prendre le pays, que ces gens-là se sont mis au travail pour empêcher que l'Union fait la Nation dégage un candidat à l'interne. Et donc, on a commencé par changer. Le choix va être à l'externe, le choix ne va pas être à l'externe, et ainsi de suite. Nous sommes allés en octobre 2015 au Palais des Congrès pour confirmer le choix à l'interne. Ce choix a été violé par les dirigeants de l'Union fait la Nation qui ont subrepticement introduit dans le processus des gens qui n'y étaient pas attendus. Pour quelles raisons? Il est difficile de démontrer ces raisons-là. Nous avons dit à l'Union fait la Nation qu'il faut faire le rassemblement des forces politiques. C'est vrai que nous avons dit qu'il faut faire le rassemblement des forces politiques. Mais avant de faire le rassemblement des forces politiques, il faut que nous ayons notre candidat à l'interne. Je vous fais savoir que l'option de ne pas avoir un candidat à l'interne ne s'est fait qu'en janvier 2016, pour une élection qui doit se dérouler en février 2016. Pendant ce temps, les gens avec qui vous voulez aller discuter avaient déjà mis en marche leur machine. Quel candidat voulez-vous donner en janvier 2016 pour que ça donne un résultat? Je pense que le verre est dans le fond. C'est donc ce qui, en quelque sorte, a motivé le fait que vous décidiez de vous lever et de porter de façon individuelle votre candidature. Mais avant... non, ce n'est pas que ça. Je vous ai dit qu'il y a l'appel qui a été donné sur le terrain. Et puis, mettez-vous une chose en tête, c'est-à-dire retenez une chose. Je pense que à l'Union, nous nous sommes plantés un peu. Nous nous sommes plantés parce que nous n'avions pas confiance en nous-mêmes. Nous n'avions pas foi en nous-mêmes. Nous avions découvert la vertu de l'argent pour considérer que l'argent est seul maître de l'activité politique, est seul maître de l'action politique. Ce n'est pas possible de croire ça. Au 31 décembre 2015, nous avions 10,5%, selon les sondages fiables, 10,5% d'intention de vote. Les gens qui sont les porteurs d'argent dont on parle, et au nom de qui l'Union ne pouvait pas avoir de candidat à l'interne, étaient pour la plupart autour de 11% d'intention de vote. Avec une marge d'erreur de 1,5%, nous étions dans un mouchoir de poche. Ça veut dire que l'Union avait encore la possibilité de répondre à l'appel populaire. Chacun de nous sait la déception qui a suivi le non-choix de l'Union. Et quand on écoute votre président, et nous l'avons suivi il n'y a pas si longtemps que ça, il dit qu'il y a eu quand même un processus en interne qui a consisté à écouter des personnes qui se voulaient candidats de l'Union fait la Nation. Oui, c'est vrai. Mais ça s'est passé en décembre et en janvier. Quel résultat voulez-vous obtenir à ce moment-là? Et il dit qu'à ce moment, ces 2 personnes n'ont pas convaincu. Oui, mais ces 2 personnes n'ont pas convaincu sur quels critères? Le premier critère, c'est quelles sont les forces que vous ralliez autour de vous. J'ai dit au cours des interviews que nous avons eues que c'est une mauvaise question. Parce qu'il ne s'agissait pas pour les candidats à la candidature de rassembler des forces autour d'eux.
Quel candidat, quelle personne vous écoute quand vous n'êtes pas candidat? Vous voulez le rallier alors que vous n'êtes pas sûr d'être candidat. Si vous vous prenez au sérieux, si la personne se prend au sérieux, elle ne va même pas vous écouter. Il revenait à l'Union fait la nation d'organiser le rassemblement des forces politiques. Et nous avons eu le temps, pendant 5 ans, de le faire. Si nous en avons été incapables, c'est à nous d'assumer ça. Mais on ne vient pas demander à un candidat quelles sont les forces. Vous savez comment les gens se comportent dans le pays. Si je discute avec quelqu'un, il dit, monsieur Oundete, eh bien, moi je suis prêt à marcher avec vous. Si vous êtes retenu par l'Union fait la nation, c'est normal qu'il dise ça. Et il peut le dire à l'autre, à mon challenger. Il dit, si vous êtes retenu, je vous accompagne. Mais l'Union ne vous retient pas, vous ne pouvez pas avoir la mise en œuvre de cela. C'est une mauvaise question. La deuxième question est quoi? Sur ce premier principe, parce que nous avons suivi seulement ce mardi, le président de l'Union fait la nation, M. Bruno Amoussou, qui a dit que c'est à ce niveau que le bas blesse. Aucun de vous deux, ni vous, M. Eric Oundete, ni M. Emmanuel Golo, n'a pu convaincre de sa capacité à mobiliser des forces politiques capables, justement, de faire gagner l'Union fait la nation. Est-ce que déjà vous confirmez que c'est à ce niveau qu'il y a eu des voix discordantes? Je viens de vous démontrer que cette question est impertinente. Cette préoccupation de l'Union fait la nation est impertinente. L'Union a démissionné. C'est à elle d'organiser les forces politiques. Et nous avons donné mandat au président de l'Union de discuter avec les forces politiques. On ne peut pas venir demander au candidat qui est prêt à vous suivre. Si j'étais un candidat indépendant, individuel, on peut me poser cette question. Mais je ne suis pas un candidat individuel. Je suis un candidat qui est dans un processus. À partir de ce moment-là, on ne peut pas demander à M. Oundete, eh bien, qui sont les forces qui veulent vous suivre. C'est une mauvaise question. Et vous le saviez, M. Eric Oundete? Que quoi? Que ce principe était à respecter. Cela ne faisait pas partie de nos critères. Le critère que c'est un critère qui est venu, qui est tombé comme un cheveu sur la soupe. En fait, c'était quoi? Nous étions à la fois dans la période de la foire au ralliement. Et on avait des annonces à la télévision abondamment. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient tentés d'aller vers la foire au ralliement. Et donc, il fallait mettre une question piège. C'est une question impertinente, inadaptée, inappropriée et à la limite indécente. Aujourd'hui, vous le dites, mais vous étiez consentant au départ. Je n'étais pas consentant. Je l'ai dit sur place. Lorsque j'ai été à l'interview, j'ai dit que c'est une mauvaise question. Et cependant, j'ai dit, les gens, les formations politiques, les personnalités avec qui j'ai discuté, ils estiment que ces mêmes personnalités ont discuté avec d'autres personnes. Quoi de plus normal? L'Union fait la nation, c'est une alliance, c'est une coalition dans laquelle il y a plusieurs partis politiques. Et apparemment, c'est au niveau de ces partis qui constituent l'Union que cette question, que vous ne jugez pas pertinente, a peut-être été retenue. Non, pas Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une stratégie délibérée? Oui, bon, enfin, moi je ne veux pas prêter des intentions aux gens, mais je considère que c'était une mauvaise question. Mais allons à la deuxième question. La deuxième préoccupation, c'est quoi? Quels sont les moyens, quelles sont les ressources dont vous disposez? Voici une question tout aussi intéressante, peut-être même une bonne question, parce qu'on dira que la fonction présidentielle, ce n'est pas une fonction pour blaguer. Mais dans notre pays, je ne sache pas que parmi les critères que la Constitution retient pour être candidat aux élections présidentielles, qu'il y ait la quantité de mallettes ou de cantines que vous ayez sur vous comme argent frais. À partir de ce moment-là, je suis bien conscient qu'une élection présidentielle, ça demande des ressources. Mais je suis aussi bien conscient que la loi limite les ressources qui peuvent être engagées dans une élection présidentielle. Ça veut dire que nous devons être modérés, que nous devons être raisonnables. À partir de ce moment, je considère que aller aux élections présidentielles, il faut rechercher des sponsors qui accompagnent votre campagne. Mais avant tout cela, si nous étions dans une organisation qui fonctionne très bien, ce sont les militants, c'est l'organisation qui doit financer le candidat. Ce n'est pas le candidat qui doit financer l'organisation. Donc, nous sommes dans un travers où on demande au candidat quelle masse d'argent il peut apporter. Mais il s'est passé des choses difficiles à expliquer, puisque le verdict qui a été retenu au niveau de l'Union fait la nation, c'est de dire, OK, d'abord moi j'ai dit, il faut faire les primaires. On a dit non, on ne va pas faire les primaires, ce qu'on avait déjà retenu. On a dit, bon, on va faire consensus. J'ai dit, OK, allons au consensus. Mais j'avais attiré l'attention sur le fait que
la question du consensus pouvait être un facteur bloquant. Si on ne réussit pas à avoir le consensus, on pourrait être bloqué. Il faut quand même dire, si on ne réussit pas à avoir le consensus, on peut faire des élections. Oui, mais dégager notre candidat. Ça a été refusé. J'y ai déjà vu une petite difficulté. Mais lorsqu'enfin on est allé au consensus, il en est sorti de l'évaluation par consensus du candidat que le candidat Houndété largement était en tête et pouvait être retenu comme le candidat de l'Union fait la nation. Il s'est trouvé à ce moment-là des présidents de partis, pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux, de partis sans militants, sans activité, sans cotisation à l'Union fait la nation, qui ont estimé que aucun des deux candidats n'a les ressources nécessaires, vu le déferlement de ressources qui est opéré par un certain nombre de candidats pour affronter la situation financière des élections présidentielles de 2016. J'ai dit sur tous les toits, j'ai rappelé au sein de l'Union fait la nation, que la question de mobilisation de ressources dans une élection présidentielle, dans toute élection, c'est d'abord d'être en situation. Il y avait un certain nombre abondamment de sponsors qui étaient prêts, ayant vu que ce produit est un bon produit, à financer notre élection. Mais il ne peut pas financer un candidat à la candidature. On finance un candidat qui est en situation. Il fallait donc mettre le candidat où on était en situation pour qu'il fasse venir les ressources qui nous accompagnent. À cette question, il a été fait un refus catégorique. J'ai même fait un échéancier, j'ai même fait un engagement pour dire, si on lance la candidature et qu'au bout de 15 jours, 30 jours, on va faire des évaluations et que cette candidature ne prend pas, j'étais prêt à constater humblement que je n'étais pas l'homme de la situation pour avancer. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu motiver cette faute de l'Union fait la nation pour priver les Béninois de leur offrir un candidat qui peut les faire gagner. Monsieur Éric Houndété, le président de l'Union fait la nation, l'a dit clairement, sur cette question de sponsoring, ce n'était pas rassurant, ce n'était pas un sujet sur lequel on pouvait tabler pour décider justement de qui sera le candidat unique de l'Union fait la nation. Vous avez démontré tout à l'heure qu'il y avait, dès le début, une crise de confiance entre les membres de l'Union fait la nation et que la procédure n'était pas unanimement acceptée de tous. Ma question, c'est pourquoi avez-vous accepté faire le jeu jusqu'au bout, avant de revenir sur ces dysfonctionnements que vous auriez pu relever il y a très longtemps? Non, nous avons toujours relevé les dysfonctionnements. Mais nous avons espéré que la raison l'emporte. Et la raison ne l'a pas emporté. Et bon, nous constatons. Et vous avez décidé donc de vous inscrire dans une démarche que certains aujourd'hui qualifient de solitaire. Est-ce que vous l'avez perçu vous-même comme tel? Est-ce que vous l'avez perçu comme une démarche dissidente, comme disent d'autres? Je pense qu'il fallait faire une option. Il fallait soit répondre à ceux qui ont retenu d'empêcher l'Union fait la nation d'avoir un candidat, ou il fallait répondre... Mais de qui vous parlez? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Non, je parle des forces d'argent. Des forces d'argent qui ont pollué le fonctionnement de l'Union fait la nation, les forces d'argent ou de ce que j'ai appelé tout à l'heure la vertu de l'argent découverte par les dirigeants de l'Union fait la nation, qui ont estimé que le seul instrument, le seul atout qui permet de gagner une élection, c'était les cantines d'argent dont devait disposer le candidat. Pour la petite histoire, lorsque le choix ne se faisait pas, parce que moi j'ai fait un dossier pour dire, écoutez, dans mon dossier, dès que le candidat sera désigné, nous allons mettre en place immédiatement 500 millions pour permettre que la mise en place des structures et l'organisation se mettent en route pour que nous puissions gagner les élections. Mais personne ne croyait. C'est-à-dire que, bon, il ne peut pas mobiliser les 500 millions. Une personnalité que je salue a été sollicitée pour dire, bon, écoutez, mes camarades ne croient pas que nous pouvons mobiliser les 500 millions. J'ai reçu immédiatement de cette personnalité qui a parlé avec un certain nombre de ses amis et ils se sont organisés pour mettre en place les 500 millions. J'ai dit, les 500 millions sont disponibles. À partir de ce moment-là, les enchères sont montées parce que ces 500 millions sont devenus subitement insignifiants.
il fallait mobiliser des milliards. Il fallait prouver que immédiatement, on peut mettre des milliards sur la table. Je ne considère pas, je ne conçois pas l'action politique comme exclusivement la question de l'argent. Je n'ai pas les yeux troués. Mes yeux ne sont pas percés. Je vois bien ce qui se passe dans le pays. Mais quand on sait que les Béninois savent ce qu'ils veulent par rapport aux élections, ce que veulent les Béninois par rapport aux élections, c'est la transformation de leur vie. Et cette transformation de leur vie, ils y sont attachés. Le président de l'Union fait la nation a, lui, expliqué qu'il s'agissait plutôt d'une démarche de rassemblement parce qu'il fallait contrer un système en place, un système que vous avez abondamment dénoncé d'ailleurs, et le faire partir. Qu'il fallait donc mettre en place une coalition beaucoup plus large que celle de l'Union fait la nation pour aller au combat. Quelle est votre appréciation de ce... D'abord, je ne suis pas venu pour répondre au président de l'Union fait la nation. Cependant, la question du rassemblement des forces, c'est une bonne chose que nous réussissions à rassembler les forces. Mais soyons nous-mêmes d'abord une force pour pouvoir participer au rassemblement des forces. Si vous êtes une quantité négligeable, si vous êtes insignifiant, si vous êtes inexistant, comment pouvez-vous participer à une force? Vous avez étudié la théorie de la résultante des forces. Si une force est égale à 0, elle ne peut pas participer à la résultante. Elle n'existe pas dans la constitution de la résultante des forces. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à la descente du processus de l'Union fait la nation, où est le rassemblement? Tous ceux qui étaient attendus au rassemblement, chacun d'eux est parti individuellement. Quelle a été la tentative de rassemblement? Et quels sont les résultats où nous sommes aujourd'hui? Il n'y a pas de rassemblement. Une coalition. Non, ça c'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Et c'est même incohérent. Vous dites que les autres se sont constitués en une force et dès le lendemain, vous commencez par crier à la peur du chaos. Vous vous rassemblez, vous êtes incapables de vous désister les uns en faveur des autres pour constituer une force gagnante. Et vous voulez éparpiller les suffrages sur 34 ou 35 forces, ou à la limite, si je réduis 10 ou 12 forces, est-ce qu'on est vraiment dans une démarche gagnante? Est-ce qu'on a vraiment envie de gagner quand on s'éparpille comme ça? Je pense qu'on n'a pas envie de gagner. La logique serait d'approcher l'électeur là où chacun des membres de cette coalition a ses assises, de façon à retrouver seulement une coalition au second tour. Est-ce que vous savez qu'il ne s'agit pas d'une élection législative ou communale, que nous avons une élection à une seule circonscription et que c'est l'addition des voix un peu partout qui donne le résultat? Éparpillez les voix et vous verrez le résultat que ça va donner. Alors, pour aller plus avant dans ce débat, vous avez donc été candidat. Chacun vous attendait donc sur ce combat-là, sur ce chemin-là. Et puis, l'autre surprise, ça a été de constater votre désistement. Non, quelles ont été les motivations? Avant de parler de question de désistement, c'est que contraint de répondre à l'appel des Béninois qui attendaient avec impatience une candidature de l'Union fait la nation, une candidature pure, parce que l'action politique, c'est l'affaire des hommes politiques, c'est l'affaire de ceux qui ont appris. Nous avons fait le diagnostic en 2012, je vous ai dit le point de départ de mon engagement, c'est de répondre à un diagnostic, c'est de mettre un traitement à un mal que nous avons noté. Donc ce traitement, ce mal a dit, il faut se préparer. Il faut préparer les hommes. OK? Donc dans ce processus de préparation, nous avons rencontré les Béninois qui ont massivement exprimé un soutien, un désir. Et je note que ce n'est pas pour rien qu'au 31 décembre, malgré tout le désordre au sein de l'Union fait la nation, malgré toute la cacophonie au sein de l'Union fait la nation, nous soyons restés en compétition serrée avec ceux qui faisaient ceux qui mettaient beaucoup d'argent dans le système. Ça veut dire que les Béninois sont restés attachés à des valeurs. Ils sont restés attachés à des hommes. Ils sont restés attachés à une démarche. La démarche consistant à choisir comme président de la République, comme premier serviteur des Béninois, quelqu'un qui en a fait l'apprentissage, quelqu'un qui en a la conviction, qui a montré par sa pratique, par son service à l'endroit des Béninois, qu'il en a le désir,
qu'il en a fait des classes. Donc, les sondages ont bien indiqué ce que nous étions en train de vouloir. Mais ceci étant, c'est que pour répondre donc à cette attente, nous avons acté la candidature. Mais en même temps, nous ne sommes pas un singleton. Je ne suis pas un candidat coup de tête. Non. Nous étions trouvés face au refus de l'Union fait la Nation de présenter un candidat. Figurez-vous que j'ai déposé mon dossier pratiquement à quelques minutes de la clôture. Parce qu'à cette heure-là, l'Union fait la Nation n'avait pas tranché, après avoir rejeté son candidat à l'interne, n'avait pas encore réussi à se donner un candidat. Comment pouvez-vous estimer qu'après tant de sacrifices, après tant d'efforts, l'Union fait la Nation, aucune figure de l'Union fait la Nation, pas même une figure par procuration, personne ne soit là pour venir représenter la candidature de l'Union. Que l'Union fait la Nation disparaisse comme ça dans les élections de 2016, alors que nous avons mis des années à préparer ça. Je suis resté dans l'attente jusqu'au dernier moment. Et donc, cela m'a amené... effectivement vu arriver à la Sénat en solitaire. Non, pas en solitaire, pas en solitaire. Je suis arrivé à la... Je ne suis pas un habitué du tambourinage, des bruits, des ronflements. Je suis venu à la Sénat, on n'avait pas besoin, pour entrer dans la Sénat, on n'avait pas besoin d'un peloton. On avait besoin d'une ou de deux personnes qui accompagnent le candidat pour faire les formalités. Mais vous devriez savoir que dehors, à l'extérieur de la Sénat, j'ai vu spontanément mobiliser des centaines de gens qui sont venus m'accueillir. Je leur dis merci. Ce qui était important, c'est qu'en allant à la Sénat, c'était justement pour faire le retour à toutes ces personnes que nous avons regroupées dans ce que nous avons appelé la plateforme politique Le Bénin Nouveau. Cette plateforme regroupe à la fois les militants de Force Clé, des militants de l'UN, des militants d'autres organisations politiques, d'associations, des personnalités qui ont cru en cette candidature, qui ont cru jusqu'au dernier moment, qui ont donné mandat à l'Union fait la Nation d'investir le candidat et qui ont été simplement, qui ont constaté que ça n'a pas été fait. Et donc, la candidature d'Éric Koundété n'est pas une candidature personnelle, individuelle, c'est une candidature qui a été actée à ce moment-là au nom de Bénin Nouveau, qui est une plateforme politique qui porte les ambitions et un désir de changement dans le pays. Monsieur Éric Koundété, nous allons revenir sur cette plateforme tout à l'heure, mais vous revenez régulièrement sur cette parenthèse certainement douloureuse pour vous, du choix raté du candidat unique de l'Union fait la Nation. Aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime après cet échec? J'ai déjà dit au cours du rassemblement de Bénin Nouveau, de la dernière rencontre que nous avons eue, j'ai demandé à mes camarades qui soutiennent Bénin Nouveau, qui participent à Bénin Nouveau, de ne pas avoir de regrets. Parce que la vie est ainsi faite. À chaque épreuve de la vie, vous tirez les enseignements. Les échecs, ce ne sont pas, disons, c'est des escaliers pour aller plus loin, pour aller plus haut. Et donc, pour moi, j'ai le sentiment de m'être engagé dans un processus, de m'être donné pour servir et d'avoir été freiné. Donc, mais on ne sert pas que seulement en tant que président de la République. On peut servir en tant que député, on peut servir en tant que simple citoyen, on peut servir en tant que responsable à un niveau différent. Je continue le combat, je continue le service à la République, je continue le service à mes compatriotes avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'abnégation. Monsieur Éric Koundété, sur la deuxième question que je voudrais vous poser, à cet effet, dites-nous, droit dans les yeux, entre l'Union fait la Nation et vous, Éric Koundété, c'est fini? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre actuellement. Pourquoi? Il revient à l'Union fait la Nation de savoir si elle a besoin de moi. Il vous revient d'y répondre aussi à vous et à Bénin Nouveau, à ceux qui vous portent. Il y a eu une sorte de divorce. Est-ce qu'il est... Non, nous avons assumé notre responsabilité. Nous avons assumé notre destin.
et nous avons assumé notre obligation de servir. Et vous êtes dans une nouvelle dynamique qui n'est pas celle de l'Union fait la nation. Si l'Union fait la nation se trompe, je ne peux pas être avec elle dans sa dynamique d'erreur. Et si c'est une erreur délibérée, je ne peux pas suivre ça. Vous pensez qu'elle se trompe? Je pense que je n'ai pas manqué de le dire parce que j'ai très bien dit aux responsables de l'Union fait la nation que je ne les suis pas dans leur démarche. C'est une fausse démarche. Alors, parlons justement de cette candidature. Vous l'avez déposée, et puis comme je le disais tout à l'heure, contre toute attente, malgré les soutiens dont vous bénéficiez, dont vous avez amplement parlé tout à l'heure, contre toute attente, vous retirez votre candidature. Oui, j'ai retiré la candidature parce que Bénin Nouveau, dans sa réunion, m'a mandaté en disant nous avions besoin de deux choses. La première chose, nous voulons que le pays soit transformé qualitativement. Nous voulons que le pays gagne. À l'issue de cette élection, il faut que le Bénin gagne. Nous avons fait l'analyse objective de la situation pour constater que les freins, les embûches qui ont été posées sur notre chemin ne permettent pas que le Bénin gagne à travers la candidature de Éric Ondete telle qu'elle est actée. L'humilité commande, la discipline commande, le respect de ceux qui vous aiment et ceux au nom de qui vous vous battez commande que vous soyez obéissants à cette démarche. C'est la preuve que cette candidature n'est pas une candidature personnelle, individuelle, individualiste. C'est une candidature pour servir. Ceux que nous voulons servir ont estimé, leurs représentants ont estimé que nous pouvons le faire autrement, en nous mettant ensemble avec d'autres forces politiques ou avec d'autres candidats pour gagner. Et nous ont investi d'aller discuter avec ces candidats-là, ce que nous avons essayé autant que possible de faire en tenant compte des calendriers de ces candidats, etc., de leur disponibilité, de leur ouverture, ce que nous avons fait essentiellement sur la façon dont nous voyons que le Bénin doit être gouverné demain. Essentiellement sur le nécessaire besoin de rupture dans la gouvernance que nous observons aujourd'hui. Nous parlerons de ces discussions-là tout à l'heure, mais il semble que dans un cas, vous soyez soumis à la discipline de groupe et que dans l'autre, vous y soyez refusé. Oui, parce que dans le cas où j'ai refusé de suivre la démarche de l'Union, c'est que l'Union a elle-même violé ses règles. À partir de ce moment-là, cette décision, elle est illégitime et donc elle ne peut pas être suivie. Est-ce que vous pensez que les Béninois sont fiers de savoir que l'Union fait la nation n'a pas un candidat? Même pas tricherie, on voulait faire un candidat à l'externe, même pas à l'externe. Est-ce que on peut être fier de dire ça? Mais dans le cas d'espèce, la même coalition qui vous porte, la même formation qui vous porte, vous demande de vous retirer. Est-ce qu'il ne s'agit pas là également d'un aveu de faiblesse? Non, ce n'est pas une question d'aveu de faiblesse, c'est du réalisme, c'est de la réelle politique et c'est surtout de l'humilité. Parce que si la finalité de notre action, c'est d'aller aux élections, à ce moment-là, on s'entêterait. La finalité de notre action, c'est de donner les moyens aux Béninois, de se doter d'un chef qui gouverne le pays dans la bonne direction, pour le bien des Béninois. Et à ce moment-là, qui suis-je? Oui, mais qui monsieur suis-je Éric pour ne pas Ondete, obtempérer? oui, mais dans le cas d'espèce, ce constat final qui vous amène à vous retirer s'assimile curieusement au diagnostic qui était posé par l'Union fait la nation. Et que l'Union fait la nation n'a pas assumé. Quand on pose un diagnostic, on l'assume. Le diagnostic, c'est il faut faire le rassemblement, n'est-ce pas? Il faut se préparer, et il faut rassembler les forces pour L'Union fait gagner. la nation disait nous n'avons pas l'homme pour y aller, nous n'avons pas la force pour y aller. C'est un peu ce qui ressort de ce que vous Mais avez pourquoi dit. l'Union n'avait-elle pas la force? Je vous ai expliqué. Oui. Il fallait avoir des cantines d'argent. Alors, dans le cas d'espèce, est-ce que le même déterminant n'a pas acté le choix de Bénin Nouveau? Non, pas du tout. Ce n'est pas que ça. Les questions des finances sont des questions importantes. C'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas d'aller à l'élection. Nous avions objectivement constaté que notre souhait, alors qu'en décembre,
nous pensions encore que si nous engageons une bonne campagne, nous pouvons être au deuxième tour des élections. Nous avons fait humblement l'évaluation de la situation pour constater qu'un certain nombre de freins étaient posés, un certain nombre de boulets étaient posés à nos pieds pour nous empêcher d'aller loin. Nous n'avions pas envisagé notre campagne dans les conditions que nous avons aujourd'hui. À partir de ce moment-là, moi je suis un homme responsable, discipliné et suffisamment humble pour obéir. Monsieur Eric Koundété, vous retirez donc de la course. Vous semblez dire à l'instant que c'est de commun accord avec la masse. Que feriez-vous des milliers de Béninois qui croyaient en vous et qui voulaient que vous alliez jusqu'au bout de cette course? Vous savez, il y en a, ils sont nombreux à vouloir faire la politique par procuration, à vouloir faire les élections par procuration. Ils étaient très nombreux de voir un homme téméraire, déterminé, engagé, qui affronte un certain nombre de situations. Après ça, quand nous avons fini d'être téméraires, est-ce que notre action a réussi à changer quelque chose? C'est ça la finalité. Ce que les Béninois, dans leur grande majorité, veulent de nous, ce n'est pas la témérité seulement. Ils veulent de nous que notre action transforme leur quotidien. Ils veulent pouvoir manger 2 fois par jour. Ils veulent pouvoir mettre leurs enfants à l'école. Ils veulent pouvoir aller sur des routes carrossables. Ils veulent avoir l'électricité à plein temps. Ils veulent que le pays soit mieux gouverné. Ils comptent sur vous pour le faire. Et ils comptent sur moi pour le faire. Mais il se passe que l'évaluation objective de la situation me permet au groupe qui est avec moi de constater que cette attente va devoir être retardée. Avez-vous quand même l'impression de les avoir déçus un peu? Je sais que certains seront déçus parce qu'ils n'auront pas compris. Parce qu'ils n'auront pas compris. Certains seront déçus parce qu'ils penseront que leur seul suffrage est suffisant. Certains seront déçus parce qu'ils croient en une valeur. Et ils voient que vraiment, ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Il va falloir qu'ils cherchent une autre solution. Et ensemble, nous avons recherché cette solution. Et vous l'avez apparemment trouvée. Nous l'avons trouvée. Quelle est la signification profonde de votre aliment actuel? Premièrement, nous avons séquencé notre action. Le séquencement a été d'abord de constater que nous devons retirer notre candidature, ce que nous avons fait. Ensuite, que nous devons discuter avec un certain nombre de personnalités qui entrent dans le cadre de notre vision. Premièrement, est-ce que oui ou non, dans le lot de candidats, nous en avons aujourd'hui qui peuvent remplir un certain nombre de critères. Premièrement, et je prends les mêmes critères que celui de l'UN, en tout cas en ce qui concerne la qualité de l'organisation. Je ne parle pas d'argent. Est-ce que nous avons une possibilité de rassemblement des forces politiques? Ceux qui sont prédestinés et constitutionnellement aptes, indiqués, mandatés pour conduire l'action politique et la gouvernance dans un pays. Est-ce que nous avons ça? Ce que nous observons, c'est qu'un certain nombre de forces politiques se sont alignées derrière les forces d'argent avec pour devise essentielle l'argent gagne les élections. D'autres forces politiques se sont alignées en se disant il faut préserver le système politique. Et il faut préserver l'engagement citoyen. Il faut préserver la préparation des citoyens, car, que l'on le veuille ou non, ce sont les partis politiques, les associations, les partis politiques qui forment les gestionnaires. C'est ça qui est prescrit. À partir de ce moment-là, quels sont les hommes qui, à nos yeux, ont des aptitudes techniques, patriotiques, amour de la patrie, pour conduire le Bénin? Nous avons engagé des discussions avec un certain nombre de candidats. Lesquels? Et nous en sommes arrivés à un certain nombre de conclusions. Nos discussions ont porté essentiellement sur quelle est votre vision du Bénin? Quelle est la façon dont vous pensez qu'il faut gouverner le pays? Je dois dire qu'il y en a particulièrement un des candidats dont les approches
n'était pas mauvaise, mais n'avait pas reçu la faveur de nos camarades. Les consultations que nous avons opérées ont indiqué que ce candidat avait une relative aptitude à faire le job, mais elle était, de notre point de vue, du point de vue de nos camarades, moins qualifiés ou moins calés pour faire le job. Est-ce que oui ou non, nous voulons que les Béninois soient mieux nourris? Ça, ce sont des lignes de nos priorités que nous-mêmes avons retenues, que je vous dis. Nous avons discuté avec eux. Comment pensez-vous qu'on peut mieux nourrir les Béninois? Nous avons de la croissance, les Béninois sont pauvres. Avez-vous des solutions? Vous nous faites languir. Vous êtes en train de nous décrire votre processus et vous ne nous dites pas à quoi il a abouti. Je suis obligé de vous le décrire parce qu'il est important que vous sachiez les déterminants qui ont été à la base de nos choix. Oui. Vous dites si que vous vous ne le avez savez approché pas, certains si, candidats sans les nommer. Oui. Monsieur Eric Ondete. Non, je pense qu'il ne sera pas décent, si nous n'avons pas retenu un candidat, de venir le citer ici et le présenter comme un candidat recalé. Je vous dirai tout à l'heure, après vous avoir dit les déterminants de nos choix, les éléments qui ont conduit à nos choix, après avoir dit ça, je vous dirai où est-ce que nous en sommes. Nous avons atterri. Allez-y, monsieur. Alors, vous êtes en train de nous dire quels sont ces déterminants et ce sont des choses qui vous tiennent à cœur dont vous aviez déjà parlé, qui sont sans doute celles de vos compagnons. Tout à fait. Alors, vous avez trouvé forcément ces éléments quelque part. Quel choix vous avez opéré au Eh bien, retenez ceci, que l'essentiel de nos discussions ont porté sur les politiques qui vont être mises en œuvre. Est-ce que oui ou non, vous avez comme priorité de créer des emplois pour les Béninois et de créer ces emplois à partir du développement à la base? Ce ne soit pas des emplois fictifs que vous créez, ce ne sont pas des emplois livresques. Est-ce que vous avez une manière? Nous avons proposé notre manière. Nous avons confronté avec les autres. Je vous ai parlé, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut nourrir le Bénin. Cela, pour nous, est important. Nous avons assis notre politique de création d'emplois sur le développement local et sur les nouvelles technologies, notamment le numérique. Parce que nous considérons que dans le monde d'aujourd'hui, si nous voulons progresser, des secteurs qui ont un fort potentiel de création d'emplois, nous avons le numérique. Mais nous avons tout ce que nous offre notre environnement, notre possibilité de transformer ce que nous produisons, notre possibilité d'accompagner les jeunes qui sont désœuvrés dans les villages, dans leurs communautés, pour qu'ils produisent et pour qu'ils transforment, pour que nous puissions avoir un tissu industriel maîtrisable, qui ne soit pas sur des rêves du genre de l'usine de tomates de Pomassé, de l'usine des agrumes de Zapota, etc. Toutes choses que le système précédent nous a léguées. Il faut changer les choses. Est-ce que oui ou non? Ce que vous démontrez se retrouve quand même dans les projets de société de beaucoup d'autres candidats. Vous savez, quand vous allez à l'épreuve des projets de société et que vous questionnez les gens, vous comprenez ce qu'on appelle plagiat et ce qu'on appelle innovation. Lorsque vous portez l'idée, c'est différent de lorsque vous la trouvez sur Internet ou quelque part vous écrivez sur un bout de papier. Nous sommes allés rechercher, est-ce que oui ou non, les gens avec qui nous parlons portent les idées qu'ils énoncent. Est-ce qu'ils portent les idées? Est-ce qu'ils croient aux idées qu'ils énoncent? Et donc, ce que le peuple veut savoir, marquons une pause à ce niveau, M. Eric Ondete, puisque vous avez dit avoir entrepris des consultations avec les autres candidats et votre choix s'est porté sur un de ces candidats. Comment est-ce qu'on peut vous croire lorsque vous ne nous expliquez pas quand même ce processus et qui sont les candidats que vous avez approchés ou qui vous ont approché? Non, je vous ai dit une chose. Par décence, il n'est pas bien que nous présentons certains candidats comme des candidats moins méritants. Ce n'est pas bien, nous sommes dans une compétition. Nous avons le devoir de vous dire que nous avons retenu tel candidat parce qu'il a tel mérite, tel mérite, tel mérite. Je vous ai décrit le processus. Je vous ai décrit les déterminants de notre choix. Votre choix peut ne pas être sur le candidat le plus méritant. Pourquoi pas? Là, c'est vous qui le dites. Mais s'il n'est pas sur le candidat le plus méritant, c'est que nous ne sommes pas
conséquent envers nous-mêmes. Alors, dites-nous définitivement quel est votre choix aujourd'hui et quels sont les mérites que vous avez trouvés à celui que vous avez choisi de rallier. Eh bien, nous avons choisi aujourd'hui de nous allier, de nous mettre ensemble et comme dirait le candidat lui-même, de faire du 2 en 1, de faire un ticket avec le candidat Lionel Zinsou, qui pour nous apparaît comme le candidat du rassemblement. Du rassemblement parce que lui, plutôt que de démanteler les forces politiques à coup d'argent, a opéré un rassemblement des forces politiques. C'est ça la vision de l'Union fait la nation. C'est ça la vision des forces qui veulent la transformation dans le pays. Il faut rassembler les forces. Donc, ce candidat a opéré et continue d'opérer le rassemblement des forces politiques. Il apparaît aujourd'hui comme le candidat de l'unité nationale parce que, par sa désignation, il apparaît comme le candidat qui réunit la partie septentrionale et la partie méridionale de notre pays, qui réunit les forces politiques de gauche, de droite, du centre, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, ce candidat apparaît pour nous comme un candidat, et pour d'autres raisons encore que je vais vous développer, comme un bon candidat. Mais retenez une chose, vous savez, à titre individuel, lorsqu'on a envisagé que le candidat Boni Yahi, enfin le président Boni Yahi retenait le candidat Zinsou pour les forces de la majorité, je me suis dit, mais quand même, il s'agit de quelqu'un qui a la peau blanche, même si c'est un métis, qui a une épouse blanche, qui a des enfants blancs. Je dis, mais ce candidat, enfin ce président, s'il était élu, on va appeler le président du Bénin, et puis un blanc va sortir avec une femme blanche et des enfants blancs. On nous demandera, mais le Bénin se trouve sur quel continent? Mais ça, ce sont des questions émotionnelles. Je vous ai dit tout à l'heure que l'essentiel, c'est de savoir que voulons-nous du président de la République du Bénin. Vous savez, nous voulons, s'il vous plaît, oui. Nous voulons un président. Que le roi Béhanzin refuse le blanc. Je pense que tous ceux qui ont fait cette image, le roi Béhanzin va se fâcher contre eux. Parce que le roi Béhanzin est un homme de justice, est un homme d'équité, et qui sait que l'un de ses fils, le seul de ses fils, qui a sauvé son trône qui partait, qui était vendu d'antiquaire en antiquaire, ou qui était vendu, que ce Béninois a récupéré son trône, à prix d'or, pour le restituer à son pays. Celui-là, c'est un acte patriotique. Quel est le rapprochement? Je vais vous montrer qu'il s'agit là d'un Béninois de peau blanche, mais de cœur béninois, profondément béninois, un patriote qui a donné la preuve de son patriotisme. Parce que la preuve du patriotisme ne se trouve pas dans les verbes. Elle se trouve, s'il vous plaît, elle se trouve dans les actes. Oui, mais la question n'est pas là, M. Eric Oulete. La question qu'il posait, c'était de savoir quelle certitude vous avez que le système ne perdure pas avec l'homme qui aujourd'hui le conduit ou le porte. Non, je m'en tiens à ce que disent mes camarades. Ils disent que le système est démantelé. Mais ce n'est pas parce qu'on veut justifier que Lionel Zinsou va perpétuer le système qu'il faut revenir à mais dire nous le ne contraire parlons de ce pas que de l'on vos pense. camarades, nous parlons de votre analyse propre. Vous suivez en fait vos camarades. Non, Dans ce choix. j'illustre pas ce que disent mes camarades. Mais moi, je pense que le système Yahi Boni est fini. Et je le dis en paraphrasant quelqu'un, Yahi Boni est parti le 6 avril, il part avec son système. Le système est même parti avant lui. Vous êtes Le convaincu système- qu'il n'aura pas de continuité? Le système est parti avant lui. Parce que quoi? Parce que Lionel Zinsou, dans l'expression de sa compétence, dans sa capacité à apporter des réponses à nos préoccupations, nous a montré une chose simple. Je vous donne un exemple, un certain nombre de choses. Lionel Zinsou dit, nous avons fait de la croissance. Moi, j'ai douté de cette croissance. De toute façon, à un moment donné, j'ai douté de la croissance. OK? Il a établi que nous avons de la croissance à 5-6%. Et nous, qui sommes de l'opposition, nous disons que les Béninois se sont appauvris. Et c'est vrai que les Béninois se sont appauvris. La croissance est restée à 30%. Ah, pardon, la pauvreté est restée à peu près à 30%. Ceux qui sont du régime diront, nous avons maîtrisé le taux de pauvreté. Mais ils oublieront que la population ayant augmenté de 3 millions d'habitants, nous avons
1 million de Béninois supplémentaires qui sont devenus plus pauvres, qui sont devenus pauvres. Donc, le régime du président Boni Yayi a sécrété de la pauvreté au cours des 10 ans. Monsieur S'il vous plaît. Oui, si je ne vous dis pas... Pour élucider ce que vous êtes en train de dire, le peuple, les citoyens simples qui vous entendent, va se poser la question de savoir, mais M. Éric Ndoté connaît M. Lionel Zinsou depuis quand? Puisque le peuple ne l'a connu qu'il y a à peine 8 mois. Je vous dis ceci, laissez-moi aller au bout de mon développement, sinon vous allez vous tromper. Je suis un petit intellectuel. Et donc, pour connaître quelqu'un, on n'a pas besoin de vivre toute sa vie avec lui. Il y a des gens qui connaissent Béhanzin, il y a des gens qui connaissent Guézo, ils ne sont pas contemporains de Guézo ni de Béhanzin. Et donc, pour connaître quelqu'un, on peut aller lire ce qu'il fait, on peut parler autour de lui, on peut discuter avec la personne. Les échanges que j'ai eus avec le président, avec le Premier ministre Zinsou, me montrent qu'il est préoccupé par la question de la pauvreté. Il est préoccupé par les solutions qu'on apporte aux problèmes des Béninois. Et il constate que s'il est vrai qu'on a de la croissance et qu'on a continué d'avoir de la pauvreté, il faut éviter de faire du mimétisme. Que vous lisez les projets de société de la plupart des candidats, que vous diront-ils? Ils vous diront qu'il faut faire de la croissance à 2 chiffres pour éradiquer la pauvreté. Ce n'est pas vrai. Vous avez donc été Même convaincu. si vous faites de la croissance à 2 chiffres, si vous ne savez pas agir sur les plus pauvres, vous n'allez pas éradiquer la pauvreté. Alors le Premier ministre Zinsou dit ceci, il faut faire la croissance par le bas tout en continuant de faire la croissance par le haut. La croissance par le haut, c'est quoi? C'est globalement de faire des investissements. C'est ça, la croissance par le haut. On a fait des routes, on a mis le téléphone à disposition, on a fait des ponts, on a construit des hôpitaux. Tout ça, c'est très bien. Mais si vous construisez des hôpitaux, si vous construisez des universités, et que les gens qui sont à la base ne peuvent pas avoir accès à ces hôpitaux, ne peuvent pas avoir accès à ces universités, votre croissance continuera d'être une croissance de livres, une croissance d'experts. Monsieur Et Éric donc, Ndoté, il propose... si nous vous entendons bien, vous avez été convaincu... Donnez-moi l'occasion oui, de vous prouver que nous avons des éléments tangibles qui nous permettent... Oui, c'est vrai, mais il y a une question de fond. S'il vous plaît, parce que ce que vous devez retenir, c'est que notre choix ne porte pas ni sur la couleur de la peau de l'individu, ni sur la couleur de ses cheveux, ni sur vous savez, monsieur le nombre de Éric cantines, Ndoté, s'il vous plaît. beaucoup de Béninois ont dépassé le débat émotionnel. Non, ni sur le nombre de cantines d'argent qu'il y a. Nous ne l'avons pas Encore moins sur le nombre de reportages à la télévision, mais sur la démarche pour transformer Permettez que je vie vous pose des Béninois. Permettez que je vous pose la question de fond qui me vient à l'esprit. Vous avez été apparemment convaincu par les discussions que vous avez eues avec ce candidat-là. Oui. Mais c'est un autre homme politique qui a dit que les promesses de campagne n'engagent que ceux qui y croient. Et je voudrais, pour compléter la question, s'il vous plaît, je voudrais que nous permettions d'avoir son caractère interactivité à cet entretien, parce que les Béninois veulent comprendre. Il n'y a pas très longtemps, vous étiez un pourfendeur pontin du régime Yayi, et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans l'homme qu'il porte, et vous croyez en une rupture profonde. Je vous dis que le vrai candidat de la rupture, c'est Lionel Zinsou. Parce que c'est lui qui a dilué les FCBE. C'est lui qui a dilué le système. Comment? C'est lui qui a apporté d'autres sangs. C'est lui qui a fait le rassemblement des forces politiques. C'est lui qui fait le consensus. Et c'est lui qui fait l'unité, qui nous donne des chances de refaire l'unité nationale. Donc, je pense que nous sommes dans une phase de recomposition politique. Et dans cette phase de recomposition, il nous faut de la sérénité. Il nous faut avoir la tête sur les épaules pour dire qui est-ce qui permet au Bénin de gagner. Parce que ce qui compte, c'est que le Bénin gagne. Et c'est ça qui fait qu'en toute humilité, même si le président Boni Yayi nous a fait des misères, son régime nous a fait des misères, même si son régime a fait du mal aux Béninois, si nous avons une chance de corriger cela, de rassembler tous les Béninois autour d'un même idéal, autour d'un même objectif, je pense qu'avec humilité, il faut rentrer en soi-même et s'engager. Est-ce que M. Éric Ndoté, soutenant aujourd'hui le candidat Lionel Zinsou, est-ce que le soutenant, une fois qu'il serait élu, dans l'hypothèse où il serait élu, vous lui demanderiez
de faire rendre gorge au régime passé? Ça, c'est une évidence. Ça, là même, c'est des préalables. Est-ce que vous en avez discuté avec lui? C'est des préalables. Le président, s'il était élu, M. Zinsou, sait que la justice doit reprendre droit de cité. Car rendre gorge ne signifie pas chasse aux sorcières. Rendre gorge signifie qu'il est établi que tel a commis une faute, et bien cette faute sera punie, elle sera sanctionnée. Vous croyez qu'il pourra le faire? Oui, mais attends, je pense que le monsieur même il vous donne des indications. Vous avez bien pu entendre. Quelles sont ces indications? Lorsque quelqu'un a pu dire « après nous, c'est nous », il a rappelé la personne à l'autre pour dire « après nous, c'est nous », ça c'est fini, c'est du passé. Il s'agit pour nous de faire un nous inclusif, un nous global pour l'ensemble du pays. Deuxièmement, vous avez pu l'entendre se prononcer sur la question des concours frauduleux, où il a indiqué que ce genre de choses ne peut pas avoir droit de cité et qu'il suffit de mettre en place un bon système d'anonymat pour maîtriser la question des concours. Ceux qui ont commis des fautes, s'il ne les punit pas, nous ne sommes pas ensemble. Il doit les punir. Et nous sommes dans un régime présidentiel, mettez-vous ça en tête. Nous sommes dans un régime présidentiel où le président qui est là, à l'instant T, est le président. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est le président, qui soit le président. Alors, pour en finir un peu avec cet entretien, quelles sont les perspectives personnelles que vous voyez, que vous entrevoyez pour M. Éric Ondete? M. Éric Ondete est un serviteur des Béninois. Il reste et il souhaite, il veut demeurer fermement, vivement. Il a l'ardent désir de continuer à servir de la même façon, avec la même énergie, avec la même intelligence, avec la même foi. Voilà ce que Éric Ondete souhaite avoir demain à faire. Monsieur Éric Ondete, si mon ami n'y trouve pas d'inconvénient, je crois que nous allons nous arrêter là, en espérant avoir dit quand même l'essentiel et répondu à l'essentiel des questions que se posent les Béninois qui nous regardent. Monsieur Éric Ondete. L'essentiel pour le Bénin, l'essentiel pour les Béninois, c'est de faire gagner le Bénin. Et il s'agit pour nous, après mûre réflexion, vous imaginez pas, je mesure la gravité de l'acte qui est posé. Je mesure la déception d'un certain nombre de camarades qui ne comprendront pas, qui croiront que c'est un acte de vengeance, c'est l'expression d'une frustration. Non, il s'agit d'être soi-même, d'être dans cette botte et de se dire, tout le combat que j'ai fait, est-ce que c'est pour jouer le Joe Jack, c'est pour jouer le John Brie, ou est-ce que c'est pour faire en sorte que quelque chose change dans le pays? Et donc le combat que j'ai fait tout le temps, avec mes camarades que je salue, mes camarades de l'Union fait la Nation, le combat que nous avons fait, c'est de faire en sorte que le pays soit transformé. Je reste dans cette ligne de faire en sorte que le pays soit transformé. Je ne considère pas un de mes compatriotes métis, donc une richesse supplémentaire comme un point de faiblesse pour le pays. Je le considère comme une richesse et je me réjouis que l'ensemble de la classe politique reconnaisse les compétences de cet homme. Je me réjouis de découvrir son patriotisme, son attachement au pays. Je me réjouis de découvrir son aptitude à l'innovation et à apporter des solutions aux problèmes des Béninois. Monsieur Éric Ondete, merci beaucoup de vous être prêté à cet entretien et nous vous souhaitons bon vent. Merci à vous aussi et merci à tous mes compatriotes, particulièrement les jeunes, que j'invite à rejoindre le chemin du militantisme, du combat militant, du sacerdoce, de l'abnégation, du service pour la patrie, du service pour la communauté, du service pour les plus pauvres. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons avoir apporté toutes les réponses à vos questions.